Mais il faut savoir que quand on a fait les Jeux Olympiques, il y a une association, l'association, comme on ne peut pas parler... Hein, on peut parler, allez, on n'est pas bridé. On peut le dire en anglais. World Olympian Association, donc ça veut dire c'est l'association des athlètes olympiens en fait. C'est que pour les athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques. Les Paralympiques ont aussi leur cadre à eux. Donc là, le but en fait, c'est pouvoir accompagner les sportifs de haut niveau, pouvoir s'insérer avec des formations. Mais malheureusement, le constat, moi j'ai fait mes Jeux Olympiques en 2004, c'est que maintenant en fait, il a fallu attendre les Jeux de Paris pour pouvoir on vous voit en photo, je pense. 20 ans après. Pour pouvoir et pourquoi si longtemps? Parce que manque de communication aussi avec les pays et aussi même le comité olympique, ils se disent peut-être c'est pas eux. Et parce que, si je prends mon cas, on s'est dit le sport c'est fini, on sort du cadre. Ouais. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous parlons de dépasser les barrières pour réussir avec des personnes qui, dans leur vie professionnelle, accompagnent les autres à cet exercice-là et très certainement qui elles-mêmes ont dû faire l'expérience de pouvoir dépasser les barrières pour réussir. Et des barrières, il y en a beaucoup. Merci de les recevoir avec nous. Gwenola Montero, bonjour. Bonjour. Merci d'être présente sur notre plateau. Vous êtes CEO de Weno Holding, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Et avec nous, Mireille Moguena. Bonjour Mireille. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes experte en stratégie de développement international même, puisqu'on dit qu'il faut dépasser les barrières et donc les frontières. Et à vos côtés, Noélie Makankotou. Bonjour Noélie. Bonjour. Noélie Makankotou, vous êtes conseillère d'investissement financier, mais vous aviez une autre vie et on le verra en image tout à l'heure. Vous étiez sportif de haut niveau, disons-le. Effectivement. Et c'était déjà du sport, il y avait des barrières. Exactement, je confirme. Est-ce que c'était le saut, comment, avec la haie? Non. Non, moi je faisais du 800 mètres. Sans haie. Sans haie, c'est 2 tours de piste, mais en termes d'entraînement, c'est dense et ça demande le dépassement de soi au quotidien. Lady vous écoute @gmail.com si vous voulez participer à notre émission ou donner vos points de vue sur ce qui sera dit sur ce plateau. N'hésitez pas et souvenez-vous que vous avez le droit de ne pas être de l'avis de nos invités. Vous aviez la parole, Noélie, je voudrais vous laisser la conserver. Qu'est-ce qui fait que l'on passe de cette vie de sportif de haut niveau à une autre vie professionnelle? C'est un choix ou est-ce que ce sont les saisons de la vie? J'ai envie de dire, en fait, ce que j'écrivais tout à l'heure en faisant le sport, le cadre sportif dans lequel j'ai baigné. Il faut savoir que moi, j'ai commencé l'athlétisme très jeune, en classe de CM1 exactement. Donc, j'ai été détectée par mon professeur et de ce bas âge, si on peut dire ainsi, de mon enfance, ça m'a amené jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc, ça impliquait une certaine rigueur, discipline, performance et aussi l'entraide, toute l'équipe, parce que vraiment, on travaille en équipe. Et pour moi, en fait, pour mon projet professionnel, ça faisait sens d'aller vers un métier ou du moins un modèle d'exercice qui me permettra en fait de retrouver les valeurs du sport, le cadre du sport. Donc voilà, tout simplement, c'est en phase avec mon identité. Merci, cela me permet de faire une belle transition. C'est pour vous, Gwenola, des valeurs, des critères qui sont importants pour réussir. Donc, vous disiez, et on le verra tout à l'heure dans la petite vidéo introductive, à moins qu'elle soit déjà prête, on me le dira en régie, réussir, c'est un challenge de toute façon. Simplement, des fois, on rencontre ce que j'appelle volontiers des conseillers de désorientation qui vous disent d'aller à gauche alors que vous avez fort envie d'aller à droite et sur un avis purement subjectif. Vous en avez fait l'expérience, disiez-vous? Bien sûr, j'en ai fait l'expérience, si je peux raconter l'expérience. Oui, bien sûr. Donc moi, quand j'ai voulu faire mon bac S, parce que j'aimais cette partie scientifique et avec les maths, etc. Donc j'avais une conseillère d'orientation qui m'a dit que je ne ferais pas de grandes études et que je dois faire un bac STT, informatique, gestion. Je ne connaissais rien en informatique. J'ai quand même eu mon bac et j'ai fait des grandes études. Donc voilà, aujourd'hui, il faut que ça change et je pense qu'aujourd'hui, c'est mon combat.
Bien, vous avez la parole, Mireille. Entre ces valeurs et puis la réussite professionnelle et les obstacles à dépasser, comment situez-vous votre activité? Et puis, est-ce que d'une certaine manière ou d'une manière certaine, cela a impacté vos choix à vous, professionnellement parlant? Ah bah oui, bien sûr, parce que moi j'ai pas du tout le même parcours que mesdames, mais j'ai un parcours complètement différent. Mon parcours à moi, dans le domaine dans lequel je suis, il est venu de l'opérationnel. Parce que j'avais constaté, étant ici en France, bien évidemment que mon parcours ne me permettait pas d'accéder à mon métier actuel. Donc pour pouvoir y accéder, il fallait nécessairement faire un retour aux sources, au pays, donc au continent africain. Et donc c'est forte de mes expériences passées que j'ai pu développer réellement ce que je construis aujourd'hui. Donc souvent, je dis autour de moi, mais peu importe le parcours que vous avez eu, peu importe ce qu'on vous a orienté ou désorienté, essayez de voir au fond de vous quelles sont réellement vos capacités et de voir réellement qu'est-ce que vous pouvez apporter justement par rapport à votre parcours et en faire votre métier. Parce que clairement, mon métier, je l'ai créé. C'est souvent ce que font les femmes, puisqu'on en parlait tout à l'heure avant que l'émission ne commence. Elles vont, les femmes, donc, pouvoir porter leur empreinte sur, ou plutôt impacter le monde autour d'elles avec ce qu'elles portent au-dedans d'elles. L'avez-vous constaté les unes les autres dans la pratique et dans les personnes vers lesquelles vous êtes? On se bat, ça veut dire que, surtout nous, on est des femmes, donc on va nous orienter dans... Les 3 C, couture, coiffure et cuisine, qui Voilà. ne sont pas de mauvais métiers, soit dit en passant. Exactement, mais on n'a pas forcément envie de toutes faire cela. Et donc, du coup, on se bat et on montre ce qu'on sait faire. Et à la fin, on a une réussite qui est quand même... on n'a pas à rougir de ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Et je pense que c'est important Alors, c'est bien d'écouter, mais pas tout. Et de montrer aux personnes, moi, j'ai un objectif, je veux aller à tel endroit et je vais me battre. Je vais avoir des obstacles. Je vais les surmonter ou les contourner, mais je vais aller, je sais ce que je veux. On est limite visionnaire de ce qu'on veut faire et il ne faut pas que d'autres personnes nous empêchent d'aller à notre objectif. Vous êtes dans la formation. Pour parler de Weno Holding, je voudrais vous laisser nous présenter votre structure et après on reviendra justement sur vos motivations. Alors Weno Holding, en fait, c'est un groupe acteur majeur dans l'insertion et la formation, où on a plusieurs structures. Donc on a Weno IES, qui est une école qui délivre des diplômes du CAP au master. On est situé à Paris, Marseille, Lyon, et là on ouvre 5 autres structures. On a également une deuxième structure qui est Weno Audit. On fait de la création de centres de formation et d'écoles et on les aide à se développer. Et on a Weno Intérim qui arrive là en février, et donc on fera vraiment du 360 dans l'insertion. Et c'est tout cela qu'une conseillère, un conseiller de désorientation ne vous aurait pas laissé faire de prime abord. Exactement. On doit être des acteurs majeurs de l'insertion. Un conseiller d'orientation doit être un acteur majeur de l'insertion. Il doit pouvoir écouter, pas s'écouter lui, mais écouter la personne qui est en face. Et je pense que c'est là, la problématique, elle est là. C'est qu'en fait, les personnes vont s'écouter eux, sans pour autant entendre le besoin et le projet de la personne en face. Qu'est-ce que vous pensez qui est motivé le fait qu'on vous ait changé de voie alors que vous saviez ce que vous vouliez faire en tant qu'élève? Alors, j'ai 40 ans, bientôt 41 ans. Pour moi, à cette époque, et je pense que ça ne change pas trop aujourd'hui, c'est de la discrimination. Je vais vraiment mettre les pieds dans le plat. Il y a beaucoup de discrimination dans l'éducation. Et en plus de ça, que ce soit au niveau de notre couleur de peau ou que ce soit le fait que les femmes ne soient pas aussi représentées dans l'éducation. Et c'est pourquoi j'ai ouvert aujourd'hui l'école en disant je vais ouvrir une école qui nous ressemble, qui me ressemble et qui nous ressemble. Et donc avec de belles valeurs qui sont l'excellence et la discipline et le mérite. Sans discrimination, rassurez-nous. Non. Qui ressemble et qui rassemble. Qui ressemble et qui rassemble. Et c'est important. Une école pour tous. Vraiment, oui. Venez comme vous êtes. Que l'on soit un homme ou une femme. Oui, et qu'on soit, peu importe les origines, on a vraiment de tout à Weno et c'est ce qui est beau. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Qui est-ce qui vous a donné envie de proposer tout cela? Alors moi, ça fait 20 ans que je suis dans la formation parce que pendant 10 ans, j'ai travaillé dans le commerce où j'étais directrice de magasin. Et donc, j'ai commencé à former des vendeurs et d'autres directeurs. Et donc, c'est là où j'ai mis les pieds dans la formation. J'ai commencé à être passionnée. Ensuite, en 2012, j'ai décidé vraiment de rentrer totalement dans la formation. Donc, je me suis formée. J'ai appris différents courants pédagogiques et puis de l'accompagnement. Et ensuite, je me suis mise en auto-entrepreneur.
Et j'ai commencé à former. J'ai formé dans les quartiers nord de Marseille, prison de Villepinte, à la Chambre des métiers de Bobigny. Et après, on m'a proposé des postes de responsable pédagogique, puis de responsable de formation. Et puis après, comme je vous dis, je suis partie d'un constat où il y avait beaucoup de discrimination et le fait aussi qu'on n'était pas représenté dans le milieu éducatif. Et puis je me suis dit, je vais ouvrir ma propre école. Et c'était un pari fou, mais aujourd'hui, on est content. On dit que si vos rêves ne vous paraissent pas fous, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Exactement. Alors Mireille, on va revenir sur la question de la formation, parce que souvent, le talent peut ne pas suffire ou la passion même peut ne pas suffire et il faut apprendre. Et souvent, on a envie d'y aller. Comment sont les choses? Avez-vous regardé, constaté autour de vous que des personnes gagneraient à pouvoir passer finalement par la formation pour parfaire les choses qu'elles ont envie de faire et pour lesquelles elles ont déjà une certaine disposition? Oui, parce qu'en fait, j'ai aussi un parcours de formateur. Allons-y, on est au bon endroit. J'ai aussi un parcours de formateur, donc j'ai aussi formé autour de moi. Et c'est vrai que le constat, il est là. Beaucoup hésitent justement à changer de cap parce qu'ils n'osent pas repartir, n'osent pas rebondir, alors que finalement... On ne veut pas recommencer? Oui, on ne veut pas recommencer. Et même certaines personnes ne se savent même pas qu'elles ont des capacités de formateur, en fait. Et autour de moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui avaient ces capacités de formateur, aujourd'hui qui sont formateurs et qui excellent dans leur domaine. Ils sont vraiment dans l'excellence de la formation. Et qui, on pourrait dire que certaines sont même devenues coachs de dirigeants. Donc, mais comme tu le disais tout à l'heure, en fait, ce regard-là qu'on porte, c'est pas notre regard, c'est le regard de la personne. C'est son besoin à lui qu'il faut réussir à faire ressortir et justement l'amener vers ce pourquoi il est fait. Exactement. Et c'est toute la difficulté que nous avons aujourd'hui parce que nous avons tellement des a priori, couleur de peau, couleur de ci. Mais non, mais tu n'as pas le bon diplôme. Mais non, mais tu n'as pas la bonne formation. Mais non, mais tu n'as pas le bon réseau. Stop. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas. Mais on n'a jamais tout ce qu'il faut de toute façon. Voilà. Et surtout quand on est femme noire, alors là, c'est toute la difficulté du monde. Et donc souvent, c'est ce que je dis souvent aux gens, écoutez-vous, la petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est cette petite voix qui doit vous porter. Et si elle vous porte réellement, vous pouvez franchir toutes les barrières du monde. Moi, toutes les barrières qui m'ont été fermées. Parce que oui, mais tu n'as pas forcément la bonne formation. Oui, mais tu n'as pas forcément... Oui, mais tu n'as pas forcément ça. Je ne me suis pas écoutée, je n'ai écouté personne. Je n'ai écouté que ma propre voix et celle de mon père qui me disait « Tu n'as plus rien à faire ici. Ton avenir est là-bas. » Tout simplement. C'était où, ici, au Tchad? Il me disait « Tu n'as plus rien à faire ici en France. » C'était au Tchad. Bon, très bien. Vous êtes formatrice, vous aussi, vous le disiez tout à l'heure. Bien entendu. Comment mettez-vous les pliés dans le plat, comme disait Gwen? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, moi, venant d'un monde sportif, donc vraiment, j'ai cherché un environnement de travail ou un cadre de vie où je pouvais retrouver le challenge, performance, l'entraide, travail en équipe. Et il y a 6 ans, en fait, j'ai rencontré une personne qui m'a présenté le métier que je fais aujourd'hui et surtout le cadre dans lequel on peut le faire. Donc, c'est un cadre entrepreneurial qu'on appelle innovant. Donc là, le but, en fait, c'est une fois qu'on a compris le métier, on a 2 options de pouvoir vivre de ce métier. C'est soit en accompagnant juste les clients, les investisseurs, ou aussi, en fait, accompagner les entrepreneurs à devenir des entrepreneurs. Donc là, ça consiste à les apprendre, leur apprendre à devenir, à entreprendre. Donc, il faut les former, transmettre les domaines, dupliquer les méthodes qu'on nous a transmises et du coup, vraiment, ça passe par une formation parce que notre métier est vraiment très réglementé, que ce soit en immobilier, pour pouvoir proposer des solutions immobilières, placements financiers et autres produits d'investissement. Il faut vraiment être habilité. Donc, notre rôle, ça consiste à accompagner des personnes. Et tout à l'heure, quand on parlait notamment par rapport au diplôme, parce que pour faire ce métier, quand on dit conseiller en gestion de patrimoine, on se dit il faut faire des grandes écoles. Moi, c'est ce que je suis passée par la case de la grande école. Mais avec ce modèle entrepreneurial innovant que je vous dis aujourd'hui, je constate qu'il suffit juste d'avoir la volonté, parce qu'on a des personnes en fait, qui ne viennent pas de background financier, mais avec la volonté d'apprendre, de se former, de se faire accompagner aujourd'hui, qui s'épanouissent en fait. Et c'est ça qui nous fait plaisir en fait. C'est ça le challenge. Vous pouvez donc chacun apprendre et jamais se dire que c'est beaucoup trop difficile, parce que apprendre finalement, ça n'est pas tout commencer du début, c'est plutôt se catapulter dans une autre dimension que l'on appelle de tous ses voeux, et il faut juste pouvoir mettre le pied dans l'engrenage. Alors oui, et puis il faut avoir des personnes qui vous accompagnent.
Ça veut dire que je prends l'école Ueno. Nous, par exemple, on a une méthode c'est la méthode andragogique. Si vous voulez, Ueno, c'est un peu le Montessori pour adultes. Ça veut dire qu'on a... On va commencer par le Montessori pour ceux qui doivent découvrir. Pas trop vite. Allez, on apprend. Non, mais Montessori, c'est des écoles privées qui sont partout en France et même à l'international. Et on laisse en fait l'enfant penser par lui-même. On lui laisse avancer à son rythme. Et donc, les méthodes pédagogiques sont beaucoup plus en fait, à l'écoute de l'enfant. Et donc, la méthode andragogique, c'est à l'inverse de la pédagogie. Donc là, on forme les adultes. Et donc, on va être à l'écoute de l'adulte. Et donc, on va faire des cours, par exemple, c'est des méthodes découvertes, où en fait, l'étudiant va lui-même créer son cours. On n'aura pas trop de cours magistraux. En fait, ils vont eux-mêmes créer leurs cours. Et donc, ils vont aller chercher. Et nous, on sera là comme guide. Le formateur sera un guide, en fait, finalement. Et donc, il pense par lui-même. Et c'est important. Et on le considère comme un étudiant à part entière. Même s'ils sont dans un groupe, chacun a ses propres freins. Et donc, nous, on va aller voir leur motivation intrinsèque, en fait, voir leurs freins et les aider, en fait, et les guider à aller du point A au point B. Ce que l'on retient dans ce que vous décrivez, en réalité, vous êtes des accoucheuses, c'est-à-dire que le bébé est déjà dans le ventre de la personne qui est devant vous, qui veut apprendre, et puis vous allez l'aider à amener ce bébé à l'existence par votre savoir-faire. C'est ça. Tout à fait, c'est bien, c'est vraiment ça. Quels sont vos plus grands défis donc quand on travaille avec un enfant, quand bien même on est sur une méthode où on laisse l'enfant penser par lui-même, on demeure l'adulte que l'on est, il y a cet ascendant, c'est l'adulte et c'est l'enfant. Et en général, le cadre de l'apprentissage est souvent ainsi formé. Mais quand on est dans le cadre de la formation professionnelle, comment fait-on pour ne pas infantiliser, même sans faire exprès, l'apprenant ? Moi, je pense que ça passe. Donnez-nous. Oui, allez-y. C'est de pas considérer déjà la personne n'est pas un enfant. Tout à fait, oui. Du tout. Et ça passe aussi par le développement personnel de la personne en face d'elle, de nous, pardon. Ça veut dire que la personne, il faut qu'on lui fasse comprendre qu'elle a un talent. Et qu'elle existe en fait. Et nous, on va s'adapter à elle. Et c'est pas à elle de s'adapter à nous. Et finalement, ça va fluidifier l'échange qu'on aura avec cette personne. Et on aura un échange égal à égal, finalement. Parce qu'il n'y a pas de... Dans la formation, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de... Je ne suis pas sachant. C'est vraiment... On échange. Et c'est pour ça qu'on parle de différentes méthodes donc de découverte. Et on échange, on va guider. Et là, effectivement, on n'a plus cette problématique d'infantiliser les personnes en face de nous, mais de les considérer. Pour compléter, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, on prend l'apprenant dans son entièreté. Hein. Exact. On ne le transforme pas du tout. Hein. Du tout. En fait, il a toutes les clés en lui. Et c'est là l'important, enfin, en tant que coach et formateur, l'intelligence, justement, c'est de faire ressortir ce qu'il a au fond de lui. Parce que finalement, tout le monde on a tous nos clés. On ne les invente pas, en fait. On ne les invente pas. C'est l'accompagnement de la personne qui va faire le déclic. C'est ça. Respecter le rythme de la personne. L'écologie de la personne. On les accompagne, on est des guides, ils avancent, on avance, ils font une pause, on fait une pause, mais c'est surtout en fait, être là, les encourager, les célébrer aussi, en fait, les féliciter, parce que souvent, si je prends, nous, dans notre modèle entrepreneurial innovant, 90% viennent du salariat, donc le mindset n'est pas le même, donc ça prend du temps. C'est ça. Et souvent, en fait, quand on regarde dans la réussite, il y en a peut-être vont exploser au bout d'une année, 6 mois, alors que d'autres personnes, ça va prendre du temps. C'est ça. 6 ans, 5 ans. Pourquoi ? Parce que, comme tu disais, tout à fait, c'est pas grave, mais il y a ce travail interne que chaque personne doit faire et c'est à son rythme. Il faut juste respecter et être là quand la personne a besoin de nous. C'est ça. Nous voulons croire que vous vous êtes approprié l'idée de pouvoir apprendre toujours et puis de pouvoir réaliser ce à quoi vous pensiez depuis fort longtemps, puisque finalement, le parcours scolaire n'est pas ce qui vous définit et n'a pas à vous restreindre parce qu'il y a de l'espace et des voies autres en marge de cela. Vous avez évoqué aussi la situation de la reconversion des sportifs de haut niveau. Vous nous en parliez succinctement. Voulez-vous revenir sur ce point-là ?
Oui, la reconversion des sportifs de haut niveau, c'est vraiment un sujet aussi tabou, sensible. Par exemple, si je prends le cas ici en France, il y a pas, par rapport aux États-Unis, je compare parce que j'ai eu la chance, moi, de baigner aussi dans cet environnement américain. Ici en France, on n'a pas, le cadre n'est pas adapté pour permettre à un sportif de haut niveau de pouvoir combiner les études tout en s'entraînant, en continuant le sport. Ce qui fait que le constat, beaucoup de sportifs, quand ils finissent leur carrière, il n'y a pas de compétences. Où ils doivent beaucoup de dépression parce que en fait, ils sont un peu perdus. La problématique, c'est qu'il n'y a pas assez de financement déjà. En France, les sportifs de haut niveau, à part si on parle du foot, mais sinon, ils n'ont pas de financement, donc finalement, c'est un peu dur. Il y a le temps aussi. Et il y a beaucoup de dépression, beaucoup de... Oui, sauf que ça tend à changer aujourd'hui. Ça change énormément. Avec les Jeux Olympiques, oui, ils ont essayé quand même d'accompagner davantage. Mais c'est vrai que si on compare par rapport aux États-Unis, au moins ce qui est bien, c'est qu'ils préparent déjà les athlètes. Quand bien même vous ne percez pas sur la scène internationale, au moins vous avez un diplôme universitaire qui, même si ça ne vous définit pas, au moins ça vous permet d'intégrer une entreprise et puis ensuite de vous développer aussi. En fait, ça reste un challenge pour les sportifs en entreprise. L'ayant fait pendant une certaine année, en fait, on se retrouve comme si on est un peu, moi si je parle de mon cas personnel, cloîtré, on est en prison, on ne peut pas s'exprimer, se libérer, en fait, s'exprimer comme on le fait, comme je le faisais sur une piste d'athlétisme. Et ça m'a pris du temps. Pendant presque un moment, je ne parlais pas du tout de mon passé sportif. Et pourquoi donc d'ailleurs? Tout simplement parce que quand ça s'arrête, on sait... Moi, mon cas, je dirais, on ne sait pas trop quoi faire. Il faut rentrer dans la vie active, il faut gagner sa vie. On n'est pas, comme tu parlais tout à l'heure d'accompagnement, on n'est pas assez accompagné. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut vendre notre expertise sportive dans les entreprises alors qu'on a une réelle valeur ajoutée à apporter, que ce soit en entreprise, dans les collectivités. Donc souvent, on se retrouve face à soi-même parce que l'entraîneur, lui, continue d'entraîner parce qu'il y a d'autres athlètes ou sportifs qui arrivent. Nous, on doit réfléchir. On rentre dans la vie active, dans un monde, vous vous retrouvez sous un management qui ne vous connaissent pas. Et souvent, vous ne savez pas. Après, c'est l'étouffement, mais jusqu'au jour, à un moment donné, cette âme sportive, esprit d'entrepreneur, qui s'éveille en vous, qui dit il faut partir. C'est ça. Clairement, quand on a réussi dans le sport, qui est quand même un défi à tout point de vue, mental, physique et au long cours, normalement, on est équipé pour pouvoir réussir dans beaucoup d'autres domaines. Qu'en pensez-vous? Après, je pense que c'est une capacité d'adaptation. Oui. Parce que chaque domaine, on s'adapte à chaque domaine. Oui. Chaque domaine, chaque personne aussi. Exactement, chaque environnement. Exactement. Et puis je pense aussi que ça se prépare. C'est aussi une histoire de mindset. D'état d'esprit, donc, pour la meilleure compréhension de tous. Parce que le monde de la réussite se veut très anglo-saxon. On peut se demander pourquoi. Oui. Donc oui, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que pour les sportifs actuels, en tout cas pour les côtoyer un petit peu, tout à fait. Je pense que les choses ont quand même évolué. Et dans mon parcours, je rencontre quand même pas mal. Donc, ils ont quand même les outils, justement, pour pouvoir anticiper l'après. Oui. Et souvent, les outils sont à leur portée. Après, c'est une question d'organisation, effectivement, de temps. Et d'avoir la formation. Est-ce qu'ils ont la formation? Ils ont la formation. Parce que je sais qu'il y a des aides. Oui. Alors, je sais que quand on est sportif de haut niveau, par exemple, on a des aides pour se former. Bien sûr. Exactement. Par exemple, pour rebondir, tout le monde n'a pas accès à l'information. Je vais prendre le cas, par exemple, des athlètes africains. Ah oui. Je pense, niveau français, certainement, ils sont peut-être accompagnés, mais je ne sais pas. Mais il faut savoir que quand on a fait les Jeux Olympiques, il y a une association, l'association, comme on ne peut pas parler... On peut parler, allez, on n'est pas bridé. On peut le dire en anglais. World Olympian Association, donc ça veut dire c'est l'association des athlètes olympiens en fait. C'est que pour les athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques. Les Paralympiques ont aussi leur cadre à eux. Donc là, le but en fait, c'est pouvoir accompagner les sportifs de haut niveau, pouvoir s'insérer avec des formations. Mais malheureusement, le constat, moi j'ai fait mes Jeux Olympiques en 2004, c'est que maintenant en fait, il a fallu attendre les Jeux de Paris pour pouvoir on vous voit en photo, je pense. 20 ans après. Pour pouvoir et pourquoi si longtemps? Parce que manque de communication aussi avec les pays et aussi même le comité olympique, ils se disent peut-être c'est pas eux. Et parce que, si je prends mon cas, on s'est dit le sport c'est fini, on sort du cadre. Oui. Donc on n'a pas aussi l'information. Mais c'est vrai que nos pays africains, ils devraient s'intéresser davantage. Et voilà pourquoi aujourd'hui, moi vraiment mon rôle, c'est pouvoir créer il y a déjà, on travaille sur la création, parce que chaque pays africain doit avoir
son association, sa structure, qui est totalement indépendante du comité olympique national. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est qu'on arrive à mettre en place cette structure-là pour pouvoir accompagner les athlètes, certes congolais, pour notre pays congolais, et aussi niveau Afrique, aider que ce soit les jeunes talents pour pouvoir accéder à des bourses universitaires pour aller étudier aux États-Unis. Parce que la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est quand plus tard, ils vont revenir au pays, on va rentrer avec des compétences, une expertise qu'on va mettre au service du pays. Et entre-temps, ils auraient profité de leur passion, vivre du sport, voyager. Faire rêver tout le monde. Exactement. Et cela fait tellement rêver qu'on pourrait en oublier qu'on peut prendre aussi le pari de pouvoir se former parce qu'il y a une vie après la réussite sportive. Et souvent, on peut risquer de rester la tête dans les étoiles et d'oublier cet essentiel. Oui. Vous travaillez, vous le disiez tout à l'heure, donc beaucoup sur le continent africain. Oui. Vous êtes basé en France. Oui. Quelle est la plus-value? Qu'est-ce qui a suscité ce désir de fonctionner ainsi et quels sont les constats que vous faites sur le terrain? Parce qu'en fait, il y avait un besoin qui était réel, qui était identifié. J'ai eu la chance dans mon parcours, quand j'avais fini ma formation qui m'a amené à ce métier, de rencontrer des institutions africaines qui m'ont sollicité dès le départ et qui m'ont fait confiance, des hommes qui m'ont fait confiance pour organiser des rencontres. Donc le sexisme n'est qu'un mot. N'est qu'un mot. Après, ça dépend aussi du parcours. Ou alors, bon... Oui, non, mais attendez. Je veux dire que dans mon cas, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Donc, ce sont des personnes que moi, aujourd'hui, je considère comme étant mes parrains qui m'ont initié à ce que je fais aujourd'hui, que je développe. Et du coup, qui m'ont fait confiance parce qu'en fait, on vous teste. Hein, et puis, quand on voit que vous êtes capable, justement... Peut-être que vous êtes compétente. Oui, voilà. Dans votre domaine, vous êtes compétente. Bon, après, on vous fait confiance. On vous fait confiance. Et donc, il y avait un vrai besoin d'organisation, de rencontres, de communication, de dialogue parfois, parce que parfois, les institutions ne se parlaient pas. C'est des institutions africaines qui ne parlent pas aux institutions françaises et donc parfois il y a un mur et comment on fait donc Et j'allais vous poser la question, comment fait-on pour créer le lien et là où les gens ne se parlaient pas, quelle est votre recette? Alors ma recette... Sans tout dire de Coca-Cola quoi. Alors ces institutions parfois font appel à des experts comme moi. Donc c'est ce qu'on appelle du lobbying et donc du coup me contactent par rapport à leurs besoins et je les accompagne. En tout cas j'essaye de débloquer les verrous qui sont fermés pour que les gens réussissent à se parler et réussissent justement à maintenir un dialogue ou alors reconstruire un dialogue différemment et justement pouvoir avancer sur des dossiers qui étaient bloqués, sans pour autant rentrer dans les détails. Puisque nous sommes dans la vulgarisation, c'est quoi les étapes d'un bon lobbying tout de même? Parce que c'est bien que ceux qui nous regardent puissent en apprendre. Oui. Alors les étapes d'abord, c'est déjà vous-même. En fait, vous êtes votre propre, comment dire... La clé. Comment? La clé. Oui, déjà, vous-même, parce qu'en fait, il faut être vrai. Il faut être vrai. Il ne faut pas s'inventer ce que vous n'êtes pas capable de faire ni d'apporter. Être soi-même et être soi-même. Vous pouvez, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Vous savez, vous savez. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous avez le réseau, vous ne l'avez pas. Vous savez, le monde est très petit. Je dis souvent, le monde est un petit village. Il ne sert à rien de mentir, tout finira par se savoir. Il ne sert à rien de faire semblant. Et surtout ne pas faire semblant parce que les gens finiront par savoir qui vous êtes et surtout que vous leur avez menti. Bien sûr. Et ils seront heureux de faire du tam-tam à ce sujet. Absolument. Et aujourd'hui, n'oublions pas que nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux et tout va très vite. L'information circule très vite. Ouais. Donc, si vous êtes la personne que vous dites être, ça se saura. Si vous ne l'êtes pas, ça se saura aussi. Et donc, les bonnes étapes du lobbying? Alors, les bonnes étapes d'abord, c'est d'abord avoir un bon réseau. Un bon carnet d'adresses. Vous m'obligez à vous poser la question sur comment bâtir un bon carnet d'adresses. Nous sommes dans le cadre de la formation, vous l'avez compris, amis téléspectateurs. Je dis souvent aujourd'hui... Vous n'êtes pas obligé de tout livrer, mais tout de même. Je dis souvent aujourd'hui aux jeunes, votre premier réseau, c'est la maternelle. Un peu loin. Non mais réellement. On commence. Réellement. Donc, on ne peut plus bousculer les copains dans la cour parce qu'ils pourraient être utiles, grand devenu. Vous savez, aujourd'hui, souvent, les gens s'imaginent que le réseau, c'est celui que je vais construire quand j'aurai atteint un certain niveau, etc., etc. Non, c'est faux. Votre premier réseau, c'est d'abord à la maternelle. Toute personne qu'on côtoie absolument. doit faire partie de... Pour mon cas, mon premier réseau, ça a été l'école maternelle. On vous écoute volontiers, on veut savoir comment fait-on quand on est à l'école maternelle pour se dire quand je serai grande. J'ai eu la chance, merci papa, merci maman de m'avoir mis dans une très bonne école qui m'a permis d'avoir des amis un peu partout dans les 4 coins du monde, d'accord, et qui aujourd'hui m'a permis justement, quand j'ai eu besoin d'eux, un coup de téléphone,
C'est donc une conséquence, ça n'est pas quelque chose... parce que bon, quand on a l'école maternelle, on pense à jouer au ballon. Non, c'est une conséquence. Et surtout, souvent, ce que je dis aux gens, surtout, quand on arrive, malheureusement, dans l'époque où nous vivons, on a souvent tendance à mépriser les uns les autres en se disant « Ah ben j'ai réussi, un tel ne m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre. » On vous appelle 5-6 fois, vous décrochez plus le téléphone. La roue tourne. La roue tourne, parce que la personne que vous méprisez, ou le gardien qui vous tient la porte quand vous arrivez en Afrique, là, parfois c'est lui qui va faire que votre dossier va avancer. Ça, l'éducation, c'est très important et c'est bien de le dire. Parce que les parents jouent un rôle dessus. C'est ça. Comme on dit, soyez gentils avec les gens que vous rencontrez dans l'ascenseur lorsque... Ne méprisez personne. Absolument. Lorsque l'ascenseur descend, parce que c'est les mêmes que vous croisez quand l'ascenseur remonte. Absolument. Exactement. C'est ça. Nous allons donc venir à vous. Qu'est-ce que vous avez pu constater sur ce que les différents profils des apprenants, donc on parle des adultes, que ce soit des hommes, des femmes ou des jeunes, dans chaque catégorie, avez-vous pu voir se dégager des traits de caractère particuliers qui parfois peuvent être un frein à l'apprentissage ou qui peut-être les a maintenus dans l'idée qu'ils ne pouvaient pas réussir, n'eût été justement ces formations-là? Le plus gros frein, parce que nous, bon, comme on dit, des femmes, des hommes, il y a toute origine, il y a des personnes en situation de handicap, même des transgenres chez nous, on a de tout. Souvent, ce qu'on voit, le frein, c'est vraiment la discrimination. Ça veut dire que les personnes, souvent, ne vont plus avoir confiance en eux parce qu'on les a rabaissés, finalement. Alors, il y a l'éducation nationale, qui est vraiment... souvent, tout le monde parle d'éducation nationale. Et puis après, il y a les écoles privées comme nous, qui arrivent derrière ou devant, maintenant. Je pourrais même dire et d'ailleurs, à ce sujet, pardonnez-moi de vous interrompre, quand on dit école privée, ça veut automatiquement dire que ça n'est pas accessible à qui voudrait bien, parce qu'il y a la question des coûts de la formation, c'est ça? Alors non. Alors ça, c'est des idées reçues. Oui. Ça veut dire que nous, on a une école privée, mais elle est alors, je ne vais pas dire gratuite parce que l'État va financer. Mais les personnes qui rentrent chez nous, on va trouver des financements pour eux. Donc soit via un contrat d'apprentissage, soit via Pôle emploi, soit via les OPCO. Et donc c'est votre organisme qui s'occupe de cela. La personne, elle a juste envie de se faire former et puis vous mettez en place le dispositif. Nous, le but, c'est que les personnes n'aient pas à sortir de l'argent de leur poche. À sortir de l'argent qu'elles n'ont peut-être pas d'ailleurs. Exactement, parce qu'il y a des personnes, il faut savoir qu'il y a des personnes qui vont s'endetter pour faire des formations. C'est un investissement. Parce qu'on ne les a pas bien orientés. Il faut savoir qu'en France, il y a quand même des aides. Il y a quand même des accompagnements. Et comment faites-vous dans les autres pays où il n'y a pas nécessairement... Alors là, on est en France. Oui. Nous, on est situé vraiment en France. On a du distanciel à Dubaï, mais là, on va s'installer très prochainement à Dubaï. Et là, l'objectif, c'est d'aller au Sénégal. Donc, on espère pouvoir s'installer au Sénégal et de trouver les financements également au Sénégal. Les financements sur place pour pouvoir permettre aux apprenants. Là, on discute, on a un peu reparlé là pour l'instant. Et on espère pouvoir ouvrir Weno au Sénégal et commencer par le Sénégal pour après... Alors, pour en revenir justement à la posture des apprenants, on a entendu ce que vous avez exprimé, il y a la question de la discrimination, mais n'y a-t-il pas des choses que les uns et les autres ont intériorisées en marge de cette discrimination? Parce que parfois aussi, et quelqu'un ici parlait de développement personnel, parfois aussi, chacun a peut-être des préjugés, des a priori sur sa propre personne qui ne font que écho à ce qui peut lui être dit. Oui, parce que moi je vais parler de moi par rapport à ça et ça va résumer un peu ce qui se passe aussi au niveau de l'école. Il y a des traumas aussi, par exemple, que nos parents ont eu et que finalement, moi, par exemple, mes parents me disaient, moi j'ai toujours voulu être responsable de magasin. Et mes parents me disaient, tu ne seras pas de magasin. Oui, ta couleur de peau, il n'y a personne qui va accepter. Mais c'était pas méchant. Pour eux, c'était juste une peur. Et de se dire, trouve un travail. Mon père me disait, va travailler à l'usine. Alors, je dénigre pas, mais comme je dis, c'est parce que moi, je voulais faire. Mais nos parents voulaient nous sécuriser. Et c'est vrai qu'il y a ces traumas-là qui font qu'après, nous, on se dit, on ne peut pas aller à tel endroit. Est-ce que vraiment, je vais pouvoir faire des études jusqu'au master? Nos parents, pour eux, dès qu'on avait le bac, c'était très bien.
Moi, je sais que mes parents, ils voulaient qu'on aille jusqu'au bac et pour eux, c'était très bien. Mais il y a tout ça qu'il faut déconstruire et reconstruire avec tous ces jeunes, parce qu'on a aussi des adultes, jeunes et adultes. Et donc, on a des coachs pour ça. On a des coachs qui interviennent au sein de l'école et qui font pendant 1 mois avant la rentrée tout un travail de développement personnel avec ces jeunes. Et finalement, pour qu'ils puissent rentrer dans la formation en se disant, bah, je suis capable. Tout à fait. J'ai pas de frein et je vais aller là où j'ai envie d'aller. Et nous, on va t'aider. Que pensez-vous de la phrase qui dit qu'on n'hérite pas seulement de ce qu'ont légué nos parents, mais on hérite aussi de ce qu'ils n'ont pas fait? Ouais. Vous avez l'air un peu d'accord. Non, c'est pas que je suis d'accord, c'est que... est-ce que par cette phrase-là, des fois, on ne dit pas que les parents, ils aimeraient qu'on fasse ce qu'eux n'ont peut-être pas réussi à faire ou des choses comme ça, non? Ben, moi, ça dépend, vous l'entendez comme vous, moi, de votre fenêtre. moi, je dirais qu'en général, les parents, d'ailleurs, c'est ce que je répète souvent à mes enfants, dépasser ce que j'ai fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Est-ce que vous pensez que pour eux, ça a du sens? Parce qu'en tant qu'enfant, des fois, on sait que maman, elle fait ci, papa, il fait ça. On n'a qu'une vue très réduite. Pourtant, tout se passe sous leurs yeux. Mais ils appréhendent leurs parents sous un autre prisme. Et donc, quand on leur dit dépasser vos parents, ils ne savent même pas à quelle équation ils sont confrontés, non? Et encore, parce que toi, tu dis aux enfants, déjà tu leur apprends. Ils savent, il y a une communication. Ouais. Et par compassion, on revient à nos parents, les générations d'avant, il n'y a pas du... En tout cas, la communication n'était pas aussi fluide, on va dire plus ou moins tabou sur certains domaines. Moi, je le constate, par exemple, dans le domaine du patrimoine. Beaucoup de personnes me disent, le patrimoine, c'est pas pour moi, c'est pour les grandes fortunes. Je rencontre même des jeunes âgés de 40 ans, mais parce que dans leur environnement, ils ont vu personne acheter, devenir propriétaire, parce que les parents n'ont jamais abordé ce sujet-là pour leur dire, c'est possible. Du coup, les enfants aussi ne se projettent pas. Après, les parents... Il faut voir le contexte aussi, on n'est pas là pour les blâmer. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, les parents voulaient juste nous sécuriser et se dire, voilà, nous protéger, c'est le terme. Oui. C'est vraiment nous protéger. Mais derrière, ils veulent qu'on aille beaucoup plus loin qu'eux. Mais c'est pas comme maintenant, on peut parler plus facilement avec nos enfants. Il y a moins de sujets tabous. Mais nos parents ont fait en sorte, et d'ailleurs... on en est la preuve aujourd'hui. Quand on voit le nombre de choses que font nos enfants sans demander notre avis, on pourrait s'imaginer qu'en réalité, il y a des sujets sur lesquels on voudrait que les parents aient dit ceci, et puis il y a d'autres sujets sur lesquels on voit bien que les enfants s'affranchissent véritablement de la vie des parents. Et c'est ça qui fait qu'il y a parfois 2 générations qui ne s'accordent pas sur l'essentiel. Mais finalement, n'est-ce pas aussi un signe de croissance et d'émergence? Parce qu'on veut que les enfants grandissent, mais en même temps, on voudrait qu'ils ne grandissent pas complètement pour qu'on puisse quand même continuer à y comprendre quelque chose. Je sais pas, moi je pense qu'ils veulent qu'on y arrive, mais ils ont tellement peur qu'on se brise. Et en fait, après, ramasser les pots cassés, c'est compliqué. Mais finalement, quand on réussit, ils sont contents. Et à l'intérieur d'eux, je pense que comme une maman, comme un papa, on connaît nos enfants et on se dit, je pense que c'est pour ça que je dis qu'il y a des sujets tabous, que les parents ne vont pas forcément nous dire. Nous, aujourd'hui, on va parler avec nos enfants. On va les encourager, on va facilement leur dire, c'est pas grave si tu te casses la figure, si effectivement tu n'y arrives pas, l'échec fait partie de la réussite. Personne n'a réussi sans être tombé au moins une fois. Sinon, il faut lever la main. Il y a des sportifs qui tirent le pénalty et réussissent directement. Oui, Lady vous écoute @gmail.com. Vous pouvez nous écrire pour donner votre avis sur ces situations et peut-être aussi chercher à rentrer en relation avec nos invités. C'est le but de cette émission. Nous voulons vous permettre, si vous le désirez, vous propulser, vous catapulter même dans une toute autre dimension. Nous sommes en 2025, au début de l'année encore. Sait-on jamais, peut-être que l'année prochaine, si Dieu le veut, vous serez devenu cette personne que vous souhaitez être. Ne rêvez pas seulement à cela, mais mettez les choses à l'œuvre. Qui sait, c'est possible. Alors, sur ce que vous avez constaté, est-ce que quelque chose se dégage qui corresponde à ce que les femmes, en général, voudraient faire? Majoritairement, je n'en ai pas dit exclusivement. Et puis, vers quoi vont, par exemple, dans le cadre de la formation sur le patrimoine, est-ce que les femmes sont nombreuses dans ce registre-là? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est plutôt des hommes? Dans le cas de Ueno Holding, est-ce que vous avez plusieurs catégories? Qui va majoritairement vers quoi, finalement? Et la question reste pour vous aussi, pour vos concerts, d'ailleurs. Aujourd'hui... tout se mélange un peu. Dans la formation, les femmes osent aujourd'hui, et c'est bien.
Ça veut dire qu'on va les voir... Quelques-unes ou majoritairement? Alors, je n'ai pas de stade par rapport à ça, mais ce que je veux dire, c'est celles qui veulent faire, par exemple, celles qui veulent partir en mécanique, en informatique, en électricité, elles vont le faire aujourd'hui. Oui. Elles ont plus d'opportunités aujourd'hui et plus de facilité aussi. Et c'est moins tabou aussi d'en parler, d'aller voir une personne pour dire moi aujourd'hui j'ai envie d'être mécanicienne. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Quels sont les métiers d'avenir que vous avez discernés dans vos parcours respectifs? Le digital. Le digital. Le digital. L'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas oublier l'humain. Quoi qu'il arrive, quand bien même le digital se développe, l'intelligence artificielle, l'humain restera au centre. Au centre. En fait, le digital au service de l'humain. C'est ça. C'est ça. Le digital comme un outil pour accélérer et optimiser les choses que l'on fait, mais pas le digital pour le digital. Est-ce que c'est cela ou pas? Oui. Après, quand on dit quels sont les métiers d'avenir, en fait, cette question, elle est dure aussi pour une personne, parce que la dernière fois, on m'avait posé une question, on m'avait dit, pourquoi tu n'orientes pas tes étudiants vers des métiers où ils vont avoir beaucoup d'argent, avocats, etc. C'est une vraie question, ça, beaucoup d'argent. Oui, mais faut pouvoir, faut vouloir. Ils ne veulent pas? Il y a des personnes qui ne veulent pas être avocats, il y a des personnes qui ne peuvent pas être avocats. Pas le métier, mais... Oui, tout le monde... Enfin, tout le monde veut beaucoup d'argent. Non, rassurez-nous. Non, tout le monde ne veut pas beaucoup d'argent. Il y a des gens qui veulent juste être bien, pouvoir nourrir leurs enfants, remplir leur frigo, et basta. Voilà. Pardonnez-moi, n'allons pas trop vite. Est-ce que c'est des personnes qui, sciemment, disent on ne veut pas trop d'argent, ou on voudrait déjà pouvoir faire ce que vous venez d'énoncer, ce qui n'est pas pareil? Oui. Parce que des personnes qui ne veulent pas du tout d'argent, il y a des métiers. C'est lié à quoi? Enfin, je ne sais pas à quoi c'est lié, mais en tout cas, moi, ce que j'ai perçu, en tout cas, c'est qu'il y a des métiers. Enfin, aujourd'hui, moi, je rencontre autour de moi beaucoup de personnes, justement, qui ont compris qu'il était important de vivre de sa passion et de créer son métier. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, justement, recentrent leur parcours sur ce qu'ils peuvent apporter aux autres. Donc, ça rejoint un petit peu votre question de tout à l'heure. Créer des métiers où l'humain redevient le centre de tout. Et ça, c'est vraiment intéressant de le constater. Exact. Et nous qui avons cette double culture et cette chance d'être aussi bien en Afrique qu'en Europe, ou en France, ou aux États-Unis, ça apporte réellement du sens à tout ce que nous faisons. Parce qu'il ne se passe pas une seule semaine où il n'y a pas quelqu'un qui me contacte. Oui, mais j'aimerais partir en Afrique, comment faire? Oui, mais j'aimerais me lancer, comment faire? Oui, mais... Vous nous dites là qu'en Occident, tout le monde aimerait bien aller en Afrique, comme clairement. En Afrique, tout le monde voudrait bien aller en Europe ou au Canada. Bizarrement, depuis ces 2 dernières années, je rencontre moins de personnes qui veulent venir en France. Moi, en tout cas. Pas en France, mais peut-être au Canada ou ailleurs. Non, mais moi, dans mon milieu à moi, dans mes contacts... Et sauriez-vous discerner pourquoi? Oui, parce qu'en fait, ça fait moins rêver. Et certaines personnes... Et sauriez-vous nous dire pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup plus de difficultés. Ici, en France... Ils sont mal accompagnés. Mais surtout, quand on veut construire sa famille, ça devient très problématique aujourd'hui en France. Avoir une vie épanouie en France, mais c'est juste pratiquement impossible. Ou voire mission impossible. Parce que quand on voit toutes les problématiques que les jeunes font face, les couples qui se séparent, éduquer son enfant, c'est tout. Est-ce que vous pensez que les couples se séparent beaucoup plus en France que partout ailleurs? Clairement. Sur la base de quoi, d'après vous? C'est un constat. Écoutez, moi, je fais partie je suis jeune maman et jeune grand-mère. Et aujourd'hui, autour de moi, je vois les jeunes, les mariages durent... moi, je dis souvent, vous faites des CDI, mais pour moi, qui sont des CDD de 3 à 5 ans. Et à quoi pensez-vous que cela soit dû, d'ailleurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est une génération qui a moins de patience, le moindre souci, la moindre contrainte, on n'a plus cette patience. La génération Kleenex, ça ne va pas? Génération Kleenex, absolument. On prend, on jette, on n'a plus le temps, on n'a plus le mindset, on n'a plus la force de dépasser les problèmes, la force justement de communiquer avec son conjoint, de communiquer aussi, tout simplement, le couple ne communique plus, les couples ne communiquent plus. Moi, je vois des jeunes couples, ils sont assis ensemble, ils s'envoient des messages. Pourquoi? C'est la communication du siècle. Non. 2025 sera digital ou ne sera pas? Parlez-vous. Et moi, honnêtement, Et en plus, ils disent on s'est parlé. Oui, on s'envoie des... On s'est parlé, non, mais sur le message. C'est pas ça, se parler. Pour moi, se parler, c'est comme à l'époque de nos mamans. C'est se parler avec la bouche. Se parler avec la bouche. La maman venait voir son conjoint.
écoute, il faut qu'on se parle. Ils prenaient le temps de se parler, de poser le problème. Oui, et s'il ne prenait pas le temps de l'écouter, elle prenait le temps de se faire entendre. Absolument. Voulez-vous réagir, mesdames, sur ce que vous venez d'entendre? Je vais juste dire, juste pour rebondir, il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui n'acceptent plus des choses que d'autres acceptaient avant. Je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans de nouvelles générations où la femme s'affirme aussi beaucoup plus qu'avant. Et je pense que, femme ou homme, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Et aujourd'hui, les gens sont capables de dire stop et de passer à autre chose. Moi, je vais commencer par ce sujet. En fait, quand on se lance dans le mariage, je pense que, comme tout à l'heure, je crois que ça a été mentionné, certaines choses où les parents ne l'enseignent pas, on ne comprend pas trop. En fait, bien comprendre c'est quoi le mariage. Parce que je pense que quand on se lance aujourd'hui, on décide de se marier, l'objectif, c'est que ce soit jusqu'à la fin. Donc comprendre les bases, les principes, peut-être les lois du mariage et surtout, là je vais faire appel à la spiritualité. Par exemple, moi étant croyante, je sais que si aujourd'hui j'arrive au point de comprendre que si je décide de me marier, c'est parce que, comme on dit, c'est une institution divine, c'est par rapport peut-être à ma foi. Donc peut-être les conjoints aussi doivent, même avant de se lancer, se positionner par rapport à leurs valeurs spirituelles en fait. Comprendre qu'est-ce que le mariage leur impose ou comment vivre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une entreprise et que quand on entreprend quelque chose, c'est la première entreprise. C'est la première entreprise, vous faites bien de le préciser. Et quand on entreprend quelque chose, on s'y investit. Parce que même si pour une entreprise, on peut mettre la clé sous le paillasson du jour au lendemain pour recommencer, on a fort envie que ce que l'on fait puisse être durable à l'heure du développement durable. Et l'autre point sur lequel je voulais réagir, par rapport à mon métier, bien entendu, on a parlé de l'argent. Certaines personnes n'ont pas besoin d'argent. Moi, je dirais aujourd'hui, si vous allez dans une boulangerie ou peu importe, même des fois, il vous manque même 1 centime, 5 centimes, 10 centimes, on ne vous le donne pas. Donc, pour arriver à un point de dire que je n'ai pas besoin d'argent, donc ça veut dire qu'on a fait un état des lieux de tous ces besoins. Admettons, si j'estime, moi, pour vivre, il me faut peut-être... allez, je vois à long terme, il me faut 1 million, 5 millions, 10 millions, peu importe. Ça veut dire que j'ai cette somme-là qui est déjà là, où j'ai mis en place des systèmes qui me permettent en fait de pouvoir vivre sereinement. Et là, je peux dire, OK, je n'ai pas besoin d'argent parce qu'il y a les fondations qui sont là. Mais s'il n'y a pas des fondations... Rien n'est moins sûr. Compliqué. Nous allons faire un tour de table parce que, bien évidemment, en vidéo, on aura vu ce que vous faites les unes et les autres. Vous aviez un message particulier que vous vouliez passer. Mireille, nous sommes tout de suite, nous vous écoutons. Alors, je voudrais passer le message celui-ci déjà, concernant la maman que je suis, l'entrepreneur bien évidemment, mais la maman avant toute chose. Alors, j'attire l'attention surtout aux femmes africaines qui éduquons nos enfants ici en France, de veiller au mal-être de nos enfants. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont harcelés dans les écoles. Ils n'osent pas en parler. Et quand ils n'osent pas en parler, il peut malheureusement se produire des drames. Et je vais parler de mon propre cas. Aujourd'hui, ça fait 4 mois que je recherche ma fille. Ça a commencé par des fugues et après, je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais c'est juste pour profiter de mon passage, pour tirer l'attention, de veiller à vos enfants. Parce que nous sommes dans une société où nos enfants vont mal et vont très, très mal. Au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Et le premier poison dans les familles, ce sont les téléphones portables. Peut-être que les unes et les autres, vous ne savez pas, mais donc du coup, j'ai commencé à parler un petit peu de la recherche de ma fille. Et les parents m'appellent, en tout cas, pour ceux qui veulent entendre, je leur dis, le premier poison dans les familles, aujourd'hui, ce sont les téléphones portables. Nous avons fait partie de cette génération où nous n'avions pas de téléphone portable. Ça ne nous a pas empêchés de nous épanouir et de grandir et d'avoir d'autres centres d'intérêt. Pourquoi accepter aujourd'hui que nos familles, que nos enfants soient détruits à cause d'un téléphone portable? C'est un poison. Et à cause de ce poison, aujourd'hui, je recherche ma fille partout en France. On ne la retrouve pas. Donc, je profite aussi de lancer un appel si jamais des personnes ont vu des choses ou pourront la reconnaître sur mes réseaux sociaux, ne pas hésiter à justement soit contacter la régie ou me contacter pour me donner les informations, tout simplement.
Merci Mireille d'avoir accepté de nous partager cette tranche de vie qui, comme vous l'avez si bien dit, concerne tout un chacun puisque personne n'est à l'abri. Vous le disiez, les mamans africaines, mais toutes les mamans, toutes les familles. Aucune famille en réalité n'est donc à l'abri de telles situations. Je voudrais, mesdames, à chacune, vous laisser peut-être apporter un mot si vous le souhaitez par rapport à cela avant que nous ne puissions rendre l'antenne. Un gros soutien, un gros soutien et on prendra de toute façon les informations pour pouvoir t'aider à retrouver ta fille. Merci. Tout à fait. Si on peut y contribuer d'une manière ou d'une autre, notamment, je dirais, à travers la prière aussi. Oui. Mais c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui, beaucoup de foyers font face à ça. Je connais même un cas intime d'une personne très proche dont malheureusement la fille, c'était beaucoup plus catastrophique que ça. Mais en tout cas, on va continuer à chercher, continuer à prier, que Dieu nous guide. Voilà. Merci. Merci à vous, à toutes les trois, pour ce que vous faites. Merci d'avoir accepté de venir nous partager vos expériences respectives. En effet, nous vous souhaitons beaucoup de courage aussi dans cette situation dont personne n'a les clés. Mais comme vous le disiez si bien, ça peut être compliqué pour les êtres humains, mais pour Dieu, tout est possible. Rendez-vous dans notre programme prochain. À bientôt. Merci.